Et maintenant, on va attaquer Solaris. Pour aller dans Solaris, on peut appuyer sur la touche N et on va avoir accès au menu radial. Et pour aller dans le contexte de Solaris, on va choisir l'Ops. On peut aussi accéder à Solaris en cliquant sur la barre de navigation dans Stage. Je vais retourner dans le contexte OBJ. C'était très rapide. Dans Magical Orb, je vais copier le out qui est ici et je vais retourner dans Solaris. Puis je fais tabulation SOP import. On va importer le node nul que l'on vient de copier. Je vais repasser sur mon bureau, le mini 1. On a notre SOP import. Et on a juste un petit bug d'affichage où il m'affiche géométrie spreadsheet, mais ce n'est pas géométrie spreadsheet. Si vous avez le même bug d'affichage, vous cliquez sur le plus, New Pan Tab Type, Solaris, et c'est le Scene Graph Tree. Et on peut fermer géométrie spreadsheet. C'est juste un petit bug d'interface. Donc par défaut, je suis sur Karma XPU. Je vais repasser en Houdini GL. En appuyant sur la touche D, j'affiche les propriétés du viewport. Et dans le background, je suis en dark et je vais passer en light. Donc on peut revenir à notre SOP import. Dans le SOP pass, je peux coller le nul que j'ai copié, ou je peux aller chercher directement en cliquant ici mon out dans Magical Orb. Par contre, on ne coche pas Export Relative Path parce qu'on n'est pas dans le même node. Accept, il me met un chemin absolu, très bien. Et on voit dans le node graph, on a SOP import, on a un chemin slash SOP import .0. SOP import, c'est le nom du node qui est ici parce qu'on a un import préfixe $OS. Alors nous, ce sont des fx. Ce qu'on va faire, on va changer le $OS. On va marquer fx en majuscule, slash Magical Orb. Il ne faut pas d'espace ni de caractères spéciaux, sinon ça va poser des soucis au niveau de Solaris. Et dans notre scène graph tree, on a le chemin qui a changé. On a le route, fx, et dans les fx, dans le groupe fx, on a Magical Orb. On voit dans la colonne kind que c'est un groupe, et Magical Orb est un component. On va garder cette organisation, et on va ajouter le matériau dans le Magical Orb. Pour ajouter des matériaux, on va utiliser le node Material Library. Donc dans le Material Library, à l'intérieur, on va ajouter un node Karma Material Builder. Je vais le nommer Layer underscore 1. Pour l'instant, on a créé notre shader, mais il n'est pas affecté à la géométrie. Je remonte dans l'onglet Stage. Material VOP tout. Nous, on ne veut pas tout, on veut simplement le layer 1 qu'on vient de créer. En cliquant sur cette icône, on peut aller sélectionner le layer qu'on a créé. Dans Stage, Material Library 1, on a le layer 1, le shader layer 1 qu'on a créé. Accept. Donc il récupère juste le nom. On pourra juste marquer layer 1. Material Path, on peut le laisser vide. Et on va par contre cocher Assign to Geometry pour l'assigner à nos particules. Et maintenant, on peut cliquer sur le point 0. On reclique une deuxième fois, on reste sélectionné. Quelquefois, l'interface bug un petit peu. Et on le drag and drop ici. Et maintenant, le layer 1 est appliqué à notre géométrie. On est en vue Houdini GL, on n'est pas encore en vue Karma. C'est pour ça qu'on a toujours les couleurs qui viennent du contexte object. J'affiche Karma XPU. Et là, on a vraiment de très très grosses particules qui est le piscal qu'on a laissé à 1. Si je recule, voilà. On a très très grosses particules. Donc on retourne dans le contexte object, soit en passant par la barre de navigation, soit en appuyant sur la touche N. On a le contexte object. Magical Orb. Et c'est le set piscal qui est ici, qui est à 1. Je vais le mettre à 0.01. Je retourne dans les LOPS, j'appuie sur N, LOPS. Ah, un petit crash, on reprend tout de suite. On va locker le viewport. Alors je vais enlever l'affichage de la grille et je vais cliquer juste une seule fois sur le 1. Comme ça, la vue ne changera pas, peu importe où je vais naviguer. Je vais aller dans Material Library, Layer 1. Et on va venir lire la propriété CD
la couleur qu'on a sur les points. Pour ça, on va utiliser le node USD PrimVar Reader. USD PrimVar Reader. Et on va lui demander de lire la couleur. On va utiliser ensuite un node Geometry Color, donc MTLX Geometry Color. En signature, on a bien une couleur, et on peut utiliser le out dans le base color. Et on récupère les couleurs qui sont affichées dans le viewport d'Houdini sur nos points. On le récupère dans Karma. Les points sont un peu gros. Ce qu'on va faire, on a pin le viewport parfait. On va retourner dans le contexte object pour tweak le p-scale. Donc j'appuie sur la touche N, object, magical orb. On retourne dans le node magical orb. Et au niveau de notre attribut angle, on va le renommer en set look. Et on va passer le p-scale à 0.001. J'appuie sur la touche D pour afficher les options du viewport et je vais passer le background en dark. Maintenant, pour avoir un bon rendu, il va falloir trouver la balance entre le nombre de particules et la taille de la particule. Et c'est ce qui va nous donner vraiment ce rendu très organique, très électrique d'une orbe magique. Sinon, on va avoir un rendu qui va être dégradé si on n'a pas assez de points, ou si on a un scale, un p-scale qui est trop petit, donc ça ne va pas fonctionner. On va essayer de trouver cette balance. Sur le rendu final pour la promotion de ce cours, j'utilise plus de 220 millions de points et 1 Tera de données. On va voir comment y arriver avec des itérations, parce qu'on ne peut pas simplement utiliser 220 millions de particules, l'ordinateur ne va pas suivre et le setup sera inutilisable. On va utiliser les PDG, les Procedural Dependency Graph, pour gérer les variations à notre place. Et ensuite, on retournera à nouveau sur le look dev pour mettre les couleurs qui nous plaisent. Première étape, on va mettre en place un setup au niveau des PDG pour gérer les variations et avoir beaucoup plus de particules en utilisant que ce pop network, que cette simulation. Alors, je peux enlever le pin. Comme ça, je reviens sur mon affichage dans le node Magical Orb. À côté de Pop Network, pour l'instant, on va le mettre ici. Je vais utiliser un node Top Network. Pas le Top Géométrie, le Top Network, le deuxième. Dans le Top Network, dans le node par défaut, le Local Scheduler, on va pouvoir définir le nombre de slots, c'est-à-dire le nombre de CPU qu'on va pouvoir utiliser. Dans mon cas, je mets généralement equal to CPU less 1. Dans les PGG, on va pouvoir exécuter des tâches soit en parallèle, soit en série, c'est-à-dire en même temps ou des unes à la suite des autres. Selon la RAM que vous avez, on va préférer l'exécution en série plutôt qu'en parallèle qui va prendre plus de RAM. Pour commencer, on va ajouter un node wedge qui va générer nos variations. Dans ce node wedge, on va ajouter un wedge attribute. On va le nommer seed. Pour l'instant, il n'existe pas. Je sélectionne le node, et si j'appuie sur Cook, il va générer ce point vert qui est un work item. Wedge Coon, je suis sur 1. Si je passe sur 2, soit je peux cliquer sur ce bouton, soit je peux faire Shift V, qui est le raccourci de Dirty and Cook. Si je fais clic droit, Dirty and Cook this node, Shift V. Là, il a créé deux wedges. Wedge Coon 2, il a créé deux wedges. Si je double-clique sur le work item, je vais avoir seed 0 en jaune. Donc seed, c'est l'attribut qu'on a créé. Et l'autre seed va être à 1. Parce qu'ici, dans la plage, parce que dans le start end, on a défini entre 0 et 1. Nous, on va vouloir 10 variations. Donc j'ai 10 seed. Je sélectionne wedge 1, je fais Shift V. Et là, le seed va être entre 0 et 1. Donc là, j'ai 1. Ce qui nous intéresse au niveau du seed, c'est d'avoir de grands nombres. Donc je vais marquer 100 000. Je fais Shift V. Et maintenant, j'ai un seed qui est entre 0 et 100 000. Pour chaque work item, on va exécuter une simulation. Et on va sauvegarder cette simulation. Pour utiliser ce seed, je retourne dans Magical Orb. Et au niveau du scatter, on a le global seed qui est ici. On marque juste @seed. Si je clique gauche, j'ai cette valeur qui est affichée parce que dans le topnet 1,
j'ai ce work item qui est sélectionné. Si maintenant je change de work item, j'en sélectionne un autre, la valeur du global seed va changer aussi. Et c'est lui qui va générer pour nous toutes ces simulations. Par contre, quand il va enregistrer les fichiers, je vais revenir au début, quand il va enregistrer les fichiers, au niveau du file cache, si on ne lui dit pas dans le nom le numéro du wedge index en cours, le wedge index 0, le wedge index 1, le wedge index 2, on a les informations, on voit le wedge index, on est sur le wedge index numéro 2. Ici, on est sur le wedge index numéro 0. On va se servir de cet attribut wedge index dans le nom du fichier pour définir quel fichier il va sauvegarder. Donc dans le magical orb, dans le base name, donc on a $os, très bien. Il va falloir qu'on mette des backticks. Alors les backticks, ce symbole-là. Et là, on va marquer @wedge index. Wedge index. Je vais mettre un underscore après le $os, et le $os, il faudra le mettre aussi entre backticks. Si je clique avec le bouton du milieu de la souris sur base name, il m'affiche le résultat. Le $os fonctionne, magical orb underscore pts, mais je n'ai pas le numéro du wedge index parce que j'ai manqué le E dans wedge index. Voilà, wedge index 6. Et si je change le work item sélectionné, le wedge index change automatiquement. Comme ça, on aura un nom de dossier et un nom de fichier différent pour chaque variation. Donc chaque work item, le point vert, est une variation. Maintenant, pour enregistrer nos variations sur le disque dur avec le node file cache, on va utiliser le node robfetch qui va lancer automatiquement l'exécute du node file cache. Le node robfetch va nous demander un robpass. On va récupérer notre file cache, je le copie, et on peut voir save to disk. Si on laisse le curseur, on a marqué paramètre execute. Et le robfetch, dans le top network, va exécuter ce paramètre. Donc je colle le robpass ici. Par contre, je suis dans le même node, là il m'a mis un chemin absolu, je clique sur l'icône à droite, export relative pass, accept. Dans frame and batching, très important, all frame in one batch, il faut le sélectionner. Il va créer qu'un seul processus pour toutes les frames. Et maintenant, on peut cook ce node. Alors on va ajouter un node nul avant de le cook, comme ça on peut le faire depuis l'extérieur. Je vais nommer out. On remonte dans Magical Orb. Et au niveau du topnet, on a l'option Cook Output Node. Et maintenant, il est en train de créer nos variations et de les sauvegarder sur le disque dur pour nous. Donc là, il a enregistré que 10 frames. En regardant dans mon dossier, ça a fonctionné. J'ai bien tous mes dossiers qui ont été créés. Donc ça, c'est le premier que j'avais créé sans utiliser le top network, sans utiliser les PDG. Et les autres qu'il a créés, il n'y a qu'un seul fichier à l'intérieur, c'est un test, pour voir si tout se passe bien avant de lancer toute la série. Donc maintenant, dans le robfetch, on peut lui dire, dans frame and batching, j'étais sur single frame, maintenant on peut faire toute la simulation frame range. Je sélectionne out et je peux faire Shift V directement ici. Donc comme on a 10 variations et 200 frames, du coup on a 2000 frames à calculer. Il sauvegarde bien toutes les variations séparément dans le disque dur. Il faut toujours faire un premier test en single frame comme on a fait pour voir s'il n'y a pas un souci. On peut se tromper sur le nom d'un fichier ou sur le nom d'un dossier. Au moins ça permet d'éviter de lancer toute la simulation et de devoir tout refaire si jamais il y a un souci. Maintenant que c'est calculé, on va devoir les charger dans la scène avec des files. Donc le premier file qui est ici, on va charger le premier orb, c'est le tout premier qu'on a fait sans les variations. Donc on va le laisser, je fais cancel. Je le duplique, je vais ajouter un node merge. Et à chaque variation, on a 100 000 particules. Et je vais sélectionner le PTS 0. Par défaut, Show Sequences as One Entry est coché. Je sélectionne la séquence, accepte. Et maintenant, j'avance un petit peu et je vais avoir 300 000 particules. Si je déconnecte, j'aurai plus que quasiment 150 000. Et le fait d'avoir mis ceci de ces variations, c'est ce qui va nous donner cet effet vraiment organique et cet effet magique. Et c'est comme ça qu'on va gérer un nombre de particules important sans saturer le viewport, sans bloquer le setup. Je fais pareil pour les 10 variations. La numéro 1. Ici, on le fait à la main, mais normalement, je le fais en Python.
Ici, c'est le level 1, je ne vais pas montrer comment on le fait en Python, ce sera pour le level 2. Donc pour les 10 variations, il faut juste les charger à la main. Allez, je passe en accéléré le temps de charger les 10. Voilà, j'ai terminé de charger les 10 variations, elles sont ici. Donc comme je le disais, on le fera en Python, mais ce sera pour le level 2, c'est un peu plus poussé. C'est d'un niveau intermédiaire. Et comme ça, on peut gérer toutes nos particules. À ce niveau-là, on a 1 600 000 particules. Si on retourne dans Karma, j'appuie sur N, je vais dans les LOPS. On a un rendu qui est quand même différent de celui de tout à l'heure. Bon, on n'a pas beaucoup de particules. Je vais pin le viewport. Je clique gauche sur le 1. Je retourne dans le context object. Retour arrière. Et au niveau du set look, on va pouvoir changer le look de nos particules. On va pouvoir diminuer un petit peu la taille de la particule au niveau du scale. Je vais marquer 0.0005. 3 0 et 5. Et là, on va affiner. Au niveau des couleurs, on a le jaune qui est dominant, on va le passer en bleu clair. Tout à gauche, on va mettre du blanc. La gauche correspond vraiment au centre. Ensuite, on va mettre un bleu très clair, celui-ci par exemple. Après, on changera bien les couleurs. On va ajouter une couleur vers le milieu. C'est pas grave si c'est pas vraiment les mêmes couleurs, c'est juste pour donner un premier aperçu. Le look dev, on le fera vraiment à la fin. Je vais resserrer les dégradés, ce qui va nous donner des franges. On va commencer à avoir des shapes qui vont se détacher. Ici, elles vont apparaître. Tout à droite, ce sera du noir. Et je vais ajouter un bleu foncé ici. On commence à bien distinguer ici les shapes qui ont une forme un peu de plasma, une forme un peu électrique. On commence à avoir un rendu assez sympathique. Et maintenant, c'est l'équilibre à trouver entre le nombre de particules et la taille de la particule. Je diminue un petit peu le p-scale, je le passe à 0.0004. J'enlève le pin pour retourner sur le viewport d'Houdini. Et on est à 1 649 000 points. Le setup est posé, on charge nos 10 variations, on ne le touche plus. Si on veut plus de points au niveau de la source, on retourne dans notre scatter. On est à 100 000 points, on va passer à 500 000 points. Et il suffit maintenant de dire à nos PDG, cook output node. Et là, il peut se passer rien du tout, ça dépend. Moi, en cliquant, il ne se passe rien. Je pense que c'est un souci au niveau du Mac qui n'a pas accès aux fichiers ou qui n'a pas les droits entièrement. Normalement, il est censé avoir les droits. Je vais dans le top network. La géométrie qui est enregistrée, donc les points, sont en cache. Pour lui, il a déjà calculé cette simulation, donc il ne fait rien. On peut faire clic droit, delete this node output files from disk, donc il va supprimer toute la géométrie. Mais si là je fais accept, il va planter. Houdini va cracher sur macOS. Je suis sur Apple M4. Donc on peut les supprimer à la main. Ici j'ai toutes mes variations. Donc je laisse la pitch qui n'est pas une variation, qui est l'original qu'on a fait tout au début. Donc pitch 0 jusqu'à la numéro 9. Je les supprime à la main. Et maintenant, je fais Shift V. Alors je fais Shift V sur le nul. Il va tout recalculer. Mais il va recalculer avec, cette fois-ci, 500 000 points. On lui laisse le temps de calculer. Donc l'avantage, c'est que je peux retourner directement sur Solaris pendant qu'il calcule. Je retourne dans les LOPS. Dans le Material Library, on va ajouter une émissive. Pour l'instant, on n'est que sur de la couleur. On peut aussi récupérer la couleur de nos particules, qui pour l'instant n'est que sur la base color. On peut la récupérer et la mettre dans l'émission color. L'émission color est en vert, c'est donc un vecteur 3. Je sélectionne standard surface et dans émission, on va avoir la couleur et on va avoir l'émission qui est la puissance de l'émission. Je récupère la couleur et je la mets dans l'émission color. Et dans la puissance de l'émission, je mets 1. On va avoir une émission, mais on va perdre du détail. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a aussi comme attribut l'alpha. L'alpha va nous permettre de gérer l'émission sans perdre trop de détails. Donc on va récupérer le prime var USD, on va le dupliquer. On va lui dire que c'est l'alpha. Donc une valeur entre 0 et 1, donc c'est un float. Il faut le MTLX GeoColor.
Et cette fois-ci, la couleur, c'est pas une couleur, mais c'est un float. Et maintenant, la sortie, le out est en bleu, c'est bien float. Et je peux la connecter à l'émission qui est aussi en bleu. Et maintenant, on va pouvoir récupérer des détails. Mais on va avoir une émission où il n'y a pas de transparence, c'est-à-dire au centre. Mais les particules qui sont un peu plus transparentes, l'émission va diminuer avec l'alpha. C'est comme ça qu'on va gérer notre rendu, notre look dev. Donc maintenant, notre setup est en place. La balance qu'il faut trouver, c'est la balance entre la taille de la particule et le nombre de particules que notre ordinateur peut supporter par rapport à la RAM qu'on va avoir. Je pine le viewport, je retourne dans le context object et dans la magical orb. Donc tout a été calculé. Je vais enlever le pin pour voir le nombre de particules que l'on a. On va prendre une frame de référence, la frame 1100. La frame 1100, ce sera la frame de référence pour le nombre de particules. Donc 1 651 000. Je vais repasser le scatter de la source à 100 000 points. Et maintenant, on va devoir trouver la balance entre le nombre de particules et la taille de la particule pour avoir un rendu qui nous plaît. Je vais aller dans le pop network. Je vais sélectionner le pop source. Dans l'onglet burst, on est en constant burst rate à 100 000. On va passer à 500 000. Si vous avez 16 ou 32 Go de RAM, vous pouvez mettre 200 000 pour commencer. Donc là, on a 500 000 particules en burst rate. Et on va lancer à nouveau notre PDG. Il va tout calculer pour nous. Si on clique sur Cook Output Node, il ne devrait rien se passer parce qu'il a déjà calculé la simulation et les fichiers sont présents sur le disque dur. Donc pour lui, c'est déjà fait. Il ne va rien calculer à nouveau. Je retourne dans le top network. Je fais un clic droit sur le Rob Fetch et je vais cliquer sur Delete this node's output files from disk. On va voir la liste des fichiers qui ont été créés par ce node. On peut les supprimer en appuyant sur Accept. Quelquefois, ça ne va pas fonctionner et en étant sur Apple M4, ça plante. La solution qui fonctionne à chaque fois est de supprimer les fichiers à la main. J'ai toutes mes variations de 0 à 9. Je les supprime à la main et je lance à nouveau le calcul avec les 500 000 particules. Je fais Shift V, il va tout recalculer. Il a fini de calculer, je remonte dans le node Magical Orb. Je vais afficher le node setLook, comme ça on verra nos 10 variations. Et maintenant, on a plus de 7 648 000 points, avec 500 000 points dans le constant burst rate. Toutes nos variations sont chargées automatiquement. Je retourne dans les LOPS, j'appuie sur N LOPS. Le viewport est bien sûr Karma XPU. On va avoir un rendu qui va s'améliorer au fur et à mesure qu'on va augmenter le nombre de particules et diminuer le scale. Je clique gauche sur le 1 pour pin le viewport. Je retourne dans le node Magical Orb. Je sélectionne l'attribut Wangle setLook. Et je vais diminuer le scale à 0.0002. Sur le rendu, on va avoir un peu plus de détails. Et c'est cette balance à trouver entre le nombre de particules, la taille de la particule et l'ordinateur que l'on a, la RAM, le CPU, le GPU, mais aussi l'espace de stockage. Dernière étape, on va passer sur Solaris pour générer notre rendu.